en fait, mettez-vous proche parce que la troisième intervenante, elle est en visio. Ah, d'accord. Ok. Elle n'a pas eu son visa et donc elle est en visio. Voilà. Celui-là, il n'était pas terrible. Non, mais ça, c'est un postdoc. Et en fait, j'ai appris qu'hier, malheureusement, Nicolas Bricas est assez malade. Nicolas Bricas, qui devait Ah oui, venir. il était malade. Ce qui me touche parce que on est entré au CIRAD à peu près en même Ah temps. oui. Il manque encore quelques personnes. Oui. Mais en fait, on est dans les temps. Non, pas tout à fait. Tout. 11h15. En fait, ce que disait Thierry, c'est que finalement, le débat général, on ne va pas le faire. Oui, Parce qu'on a déjà eu des débats après ça. Bon. Il manque. Oui, mais la troisième collègue, en fait, elle est par visioconférence. il y a de la RH. Voilà. Mais elle est branchée, effectivement. Elle est branchée, oui, oui. C'est terrible, cette histoire de visio. Terrible. Très compliqué. Oui, oui, et apparemment, ils s'y sont pris il y a très très longtemps. Ah, oui, Et c'est compliqué. Et Thierry disait que maintenant, en gros, l'ambassade refuse 30% des visas sans qu'on sache vraiment pourquoi. Non. Voilà. Et que pourtant, ils ont quand même, du fait du statut du SIAM, putain, voilà, ils s'y prennent à l'avance, ils préviennent, etc. Moi, j'ai du mal de plus en plus à organiser des séminaires et des conférences en Méditerranée. Sur Nord, quand c'est moi qui le fais, quoi. Oui, oui, oui. Je fais des désistements, Parce que, ouais. un petit peu de personnes comme ça en présentiel, c'est préoccupant. Ah oui, oui, c'est très, très vrai. Oui, oui. Bon, là, il n'y a plus grand monde. J'espère que tout ça va s'arranger un jour. J'espère. En principe, il y a quelques personnes qui vont arriver. D'accord. Bon, on se donne encore 2 minutes. Ah ben déjà, voilà Thierry. On peut démarrer ? Bon, alors Thierry nous donne le coup d'envoi. Donc on démarre. Donc cette troisième table ronde, elle porte sur la sécurité sanitaire des aliments, stratégie et marché en Méditerranée. Alors on a commencé avec les externalités déjà à parler de cette question, mais on va la regarder plus en détail et sur des aspects plus particuliers. Donc garantir la sécurité sanitaire des aliments est un défi majeur en Méditerranée, une région marquée par la diversité de ses systèmes alimentaires, des chaînes d'approvisionnement et de distribution, ou encore par les effets croissants du changement climatique sur la production agricole. L'harmonisation des normes, la traçabilité et la gestion des risques sanitaires sont essentielles pour assurer une alimentation sûre et de qualité aux consommateurs et également aux producteurs. Cette table ronde va donc explorer les stratégies de coopération entre les pays méditerranéens pour renforcer ces domaines. Donc, dans un premier temps,
on va essayer de présenter les principales causes de problèmes sanitaires pour les aliments. Et dans quelle mesure le changement climatique affecte-t-il la sécurité sanitaire des aliments? Y a-t-il de nouvelles causes de risques sanitaires et de nouvelles causes pourraient-elles émerger dans l'avenir? Donc avoir vraiment cette vision prospective dont parlait Thierry au début de notre matinée. Dans un second temps, on parlera des évolutions internationales relatives aux normes, à la traçabilité et à la gestion des risques sanitaires et les principaux défis auxquels font face les acteurs de l'agroalimentaire. Comment renforcer la coopération régionale pour harmoniser les normes de sécurité et améliorer la traçabilité? Et comment accompagner les acteurs de l'agroalimentaire? Et enfin, vous proposerez des stratégies pour faire face aux risques sanitaires. Et vous nous direz si les nouvelles technologies peuvent améliorer la surveillance et la gestion des risques. Alors normalement, il y a 3 personnes à cette table ronde. Donc il y a Abdelhagim Hamoudi, qui est directeur de recherche à l'Université de Paris-Saclay, INRAE, en France. Mohamed Eithou, qui est professeur à l'Université Moulay Ismail à Erachidia au Maroc. Et j'imagine, il y a Yama Eraach de l'Institut national agronomique de Tunisie qui est en visio. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Oui, est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'on la voit? Alors on attend peut-être qu'on puisse la voir et qu'elle puisse nous voir, ou comment fait-on? On peut la voir à l'écran? On essaye de la voir à l'écran. Donc on avance. D'accord. En tout cas, vous êtes elle nous entend. Et elle peut parler. Et elle pourra parler. Parfait. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, donc, c'est d'explorer les causes des problèmes sanitaires. Et donc, je me tourne vers mon voisin de droite. Est-ce que, Mohamed Eithou, est-ce que vous pouvez nous présenter les principales causes de problèmes sanitaires pour l'alimentation dans la Méditerranée? Est-ce que de nouvelles causes ont-elles émergé récemment? Et la logistique est-elle une cause d'insécurité? Est-ce que de grandes épidémies pourraient affecter la Méditerranée? Bonjour tout le monde. D'abord, je vais remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre part à cette conférence très importante qui s'intéresse aux problèmes de la Méditerranée, dont on fait partie. Je vais essayer de répondre à la question en se basant sur ce qui a été dit hier, aujourd'hui, matin, parce que tout est connecté. En parlant des causes de la sécurité sanitaire, déjà hier on a parlé de l'agroécologie, on a parlé de l'eau, et ces questions-là qui enfin affectent la qualité des produits agroalimentaires en fait. Les causes, si vous voulez, je vais parler d'exemple du Maroc, dont je dispose un peu des informations qu'on a travaillé durant ces dernières années. La plupart des causes de la sécurité sanitaire des aliments relèvent en grande partie de l'analphabétisation d'une grande partie des agriculteurs, tout marché confondu, l'export et le marché local. C'est vrai qu'au niveau du marché d'export, il y a un développement assez important des agriculteurs là-dessus, qui ont la capacité d'accéder au marché à haute valeur ajoutée tel que le marché européen, qui est le plus exigeant en matière de sécurité sanitaire. Mais de temps en temps, des problèmes sanitaires comme ça s'identifient, soit suite à la logistique,
vous avez dit, la logistique, surtout au niveau des stations de conditionnement, etc., soit il est lié à des pratiques qui ne sont pas valorisées à un certain niveau qui va permettre aux producteurs de s'accaparer davantage de la valeur ajoutée de leurs produits, soit aussi durant, comme je dis, durant le transport. Cependant, comme vous le savez, avant 2008 à 2010, normalement, il y avait une norme de la répression au contrôle des fraudes marocaines, c'est 1383, je crois, qui place cette responsabilité au niveau du département du ministère. Est-ce que ce n'est pas vrai? Au début, si on s'est dit, c'est bon, hein, c'est la répression des fraudes, si un agriculteur n'est pas conforme à telle ou telle norme, soit norme privée, soit norme à caractère public, donc la responsabilité, c'est le ministère. Et voilà, après 2008, donc l'émergence de la loi 2807 de l'ONSA, l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et agroalimentaires, qui redéfinit les rôles et qui replace la responsabilité au niveau de l'agriculteur lui-même, parce que c'est lui qui est responsable de sa production. Donc il doit s'assurer de sa conformité depuis l'exploitation jusqu'à la frontière de destination. Et donc après cette loi qui devient à caractère obligatoire, en l'analysant et en la décortiquant, il s'avère qu'il est très harmonisé avec la loi ou le paquet hygiène de l'Union européenne. C'était mon sujet de ma thèse auquel j'ai travaillé avec une équipe qui est très solide, où il y a des experts en matière de normes de sécurité sanitaire, dont l'un est avec nous, l'un on l'a reçu hier, c'est M. Hakim, mon co-directeur de thèse, et M. Giulio Malorgio, donc voilà, que j'ai remercié de nouveau, grâce aux efforts qu'ils ont déployés pour mettre en place ce sujet-là. Et donc ces problèmes-là, pour revenir à la question des causes et des problèmes, c'était les problèmes tout d'abord des pratiques qui se pratiquent surtout pour la petite agriculture qui fait le défi aujourd'hui. Aussi le manque de formation, le manque de technicité et le manque aussi, comment dirais-je, de la collaboration, de la coordination entre les acteurs. Et du coup, vient le plan Maroc Vert, qui est la stratégie ambitieuse qui encourage en fait ce pilier qui s'appelle la culture vivrière, à côté de la culture destinée à l'export, bien sûr à haute valeur ajoutée, de s'agréger autour des groupements ou des structures organisées qu'on a appelées des groupements d'intérêt économique pour avoir accès à beaucoup de choses telles que les certifications, parce que se certifier lui seul avec une parcelle de moins d'1 hectare, moins de 2 hectares, il est quasiment impossible de supporter le coût de mise en conformité afin de mettre un produit sûr et sain sur le marché. Et donc cette agrégation a permis en quelque sorte les agriculteurs adhérés, agrégés, à avoir accès à des certifications avec des coûts moindres. Donc voilà, je crois que pour laisser un peu de temps à nos collègues d'en discuter et de recevoir les questions après. Donc je m'arrête là pour cette première question. Merci. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, alors je remercie Aïtou d'avoir déjà brossé un petit tableau de ce qu'il connaît très très bien, parce qu'il a beaucoup enquêté au niveau du Maroc, du point de vue des pratiques, etc. Donc ça me laisse un peu le temps de discuter d'autres choses, hein, et peut-être de revenir à ça. Je voudrais quand même, si vous voulez, planter le décor un peu du contexte international qui finalement s'impose aujourd'hui aux pays de la rive sud de la Méditerranée, parce que c'est important de connaître un peu en détail les dispositifs qui ont été mis en œuvre, et à la fois par les pouvoirs publics, et aussi, une donnée très importante, Mohamed en a parlé un petit peu, c'est ce qu'on appelle les standards privés. Alors, je voudrais, disons, une petite passerelle avec la table ronde qui précède. Je pense à une question que vous aviez posée sur pourquoi il n'y a pas beaucoup de réglementation.